Bonsoir tout le monde, il est tout juste 20 heures. Et bien comme je suis réglé comme une horloge, et je commence. Donc ravi d'être là ce soir comme chaque semaine depuis maintenant quelques mois. Je ne sais pas encore combien vous êtes à être connectés, je vais regarder et puis quand vous serez déjà quelques-uns, on commencera pour de vrai. Et à ce moment-là, avant d'entrer, comme d'habitude, dans le vif du sujet qui sera cette fois-ci les choix méthodologiques, je vous parlerai un peu de la semaine, de mon actualité, mais aussi de quelques éléments d'actualité de l'IA qui me semblent importantes. Bonsoir, Gilles Cocotte. Bonsoir, bonsoir. Donc je vois que vous êtes deux à être connectés. Donc la deuxième personne, laissez-moi deviner, s'agit-il de Bloguscule ou s'agit-il de quelqu'un d'autre? Donc je vais attendre encore un petit peu que d'autres nous rejoignent avant de vraiment attaquer le thème du jour. Donc bonsoir, donc je vois une troisième personne qui nous a rejoint. Sois le bienvenu. Alors là donc je vais commencer comme chaque fois avec quelques éléments d'actualité de ma semaine d'une part et d'autre part quelques éléments d'actualité de l'IA qui pourraient être intéressantes, qui pourraient être, c'est bien ce qui me semblait, Bloguscule qui nous a rejoint. Donc quelques éléments d'actualité de l'IA qui pourraient être intéressants pour comprendre certaines problématiques qui se posent aujourd'hui au-delà de la seule IA, bien sûr, au-delà de la dimension strictement technique. Donc je commence rapidement par quelques éléments de ma semaine depuis lundi dernier. Donc depuis lundi dernier, il s'est passé forcément des choses. Bon, j'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai rencontré beaucoup de monde. La poutre du réseau continue de travailler pour approcher davantage d'écoles, pour me positionner de manière plus sereine, plus sûre sur le marché, pour pouvoir espérer vendre des abonnements à mes solutions. Donc il s'est passé pas mal de choses. Et là, cette semaine, la semaine dernière, il s'est passé quatre choses vraiment importantes, je pense, intéressantes à mes yeux, je dirais. La première, lundi dernier, je ne crois pas l'avoir évoquée, mais lundi dernier, j'ai pris un café avec un grand monsieur qui s'appelle Michel Autier, qui était un ami et co-auteur de Michel Serres. Et ils ont beaucoup travaillé ensemble sur les arbres de décision. Et lui s'intéresse beaucoup à l'évaluation et à l'évaluation non chiffrée et s'interroge beaucoup sur la pertinence de la note chiffrée et figée dans l'évaluation des connaissances. Et il s'intéresse énormément à des questions d'épistémologie, forcément, puisque Michel Serres l'avait invité à travailler avec lui. C'était donc sur ces enjeux. Bonsoir Denis. Bonsoir. Donc j'étais très très content de pouvoir passer un très bon moment avec Michel Autier. Ça c'était chouette comme tout. On a fait connaissance alors au sens qu'on connaît habituellement d'une part, et puis d'autre part, lui s'intéresse beaucoup à l'idée de faire connaissance ensemble, de produire, de générer de la connaissance. Et il se trouve que on est parfaitement, ou en tout cas en très 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 grande partie alignés en la matière. Donc je vous laisse imaginer si l'échange a été riche, si l'échange a été intellectuellement stimulant. On doit se revoir prochainement, donc je ne sais pas forcément quand exactement, mais voilà, on doit se revoir et ce sera l'occasion de continuer et de voir ce sur quoi on peut travailler ensemble, parce qu'il envisage qu'on puisse écrire des choses ensemble. Donc
je suis preneur, forcément. Ensuite, toujours sur le même registre, sensiblement, la personne qui m'avait présenté Michel Authier, qui est une grande personnalité du numérique et qui a notamment créé et est aujourd'hui le patron de la fondation IA à l'école. Salut Clément. Donc m'a rappelé pour qu'on discute. Il voulait me faire part de son actualité qui avait un peu évolué et me proposer à un moment ou un autre de m'intégrer dans certains de ses travaux et éventuellement au collège scientifique de l'une des organisations qu'il dirige. Et puis également me disait dès que vous avez besoin d'argent, dès que vous avez besoin de financement, vous me dites, et comme je suis très bien introduit à BPI France, je les connais tous, je vous mets dans les bras des bonnes personnes quand vous aurez besoin de lever des fonds. Donc jusque-là, super. Salut, salut Viviane et bonsoir Mirella. Bonsoir. Donc ça c'était vraiment chouette, l'idée de sentir qu'on est accompagné, qu'on est soutenu par des personnes qui croient dans votre projet, qui peuvent vous ouvrir un certain nombre de portes. Donc ça c'est super. Ensuite, j'ai eu alors également deux choses côté école qui étaient assez intéressantes, je trouve. L'une, alors je ne vais pas donner les noms des écoles maintenant parce que c'est vraiment prématuré, mais deux écoles importantes, adhérentes à la conférence des grandes écoles. Donc l'une d'elles, dont je connais le DG depuis très longtemps, a réagi plutôt positivement, mais ce qui était intéressant, c'est que donc je discutais depuis quelques mois avec le DG de où j'en étais, notamment sur des sujets d'IA. Et déjà avant les fêtes, il me disait, moi tous les jours je reçois des mails, des propositions d'EdTech qui me vendent de l'IA. Il me dit c'est du grand n'importe quoi, c'est trop. Et c'était le même qui me disait une chose qui m'a beaucoup frappé et qui a probablement eu une très grande influence sur mon positionnement aujourd'hui, à savoir, il me disait l'IA, nous on va pas y aller tout de suite parce que on ne sait pas qui chez nous devrait porter l'IA. Et selon qui est porteur d'un sujet d'IA, enfin du sujet de l'IA, eh bien celle-ci prendra une direction ou une autre. On sait, et pour l'instant on ne sait pas. Comme on ne sait pas ce qu'on voudrait en faire, ou pourquoi et comment on voudrait l'intégrer, pour le moment, c'est en suspens, c'est en réflexion. Moi, ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que ce qui pouvait apparaître comme un retard en matière d'intégration de l'IA révélait, à mon sens, une très grande maturité organisationnelle et une très grande maturité en matière de gouvernance parce que une école a décidé de prendre son temps pour savoir ce qu'elle allait vraiment faire. Alors, ce qu'elle allait faire avec l'IA, et là il m'a dit, donc recontacte-moi en début février, ce que j'ai fait, et puis là, donc, je lui ai envoyé la documentation de ce que je vous ai montré, de ce que je vous ai expliqué depuis des semaines, maintenant presque des mois, et donc il me répond du tac au tac, je te cache pas des offres, des choses similaires à ce que tu fais, on en reçoit quand même pas mal. Alors j'étais un peu embêté quand il m'a dit ça, mais je transmets aux personnes qui sont en charge de ces sujets. Et là, dans l'heure, la direction de la pédagogie m'a répondu disant ce que vous proposez répond en très très grande partie à nos besoins du moment. Donc nous on souhaiterait vous rencontrer quand êtes-vous dispo dans les semaines à venir. Bon. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de fait, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément souscrire, mais en tout cas, il y a plus qu'un intérêt et c'est vraiment une école qui est très très bien positionnée, très bien classée, donc j'en suis très très content. Et puis la deuxième chose était alors une autre école, presque un accident.
j'avais envoyé un mail à quelqu'un qui travaillait dans une école qui était sur un poste de direction il y a quelques mois, qui a changé pour une autre. Et on avait échangé sur ce que vous connaissez, sur Socrate, Isocrate, Diotime, Parménide et Xénophon. Pareil, un peu avant les fêtes, il venait de prendre de nouvelles fonctions et ça pouvait l'intéresser dans le cadre de ces nouvelles fonctions. Et donc je lui ai envoyé un message il y a moins d'une semaine pour lui indiquer que j'étais prêt à reprendre la discussion là où on l'avait arrêté la dernière fois, et lui envoyer la documentation. Et puis je reçois dans les 2 heures une réponse d'une autre adresse me disant un tel ne travaille plus chez nous, mais je serais ravi de reprendre la discussion avec vous. Et en fait, c'était l'ancienne école, c'est-à-dire que j'avais par accident envoyé un mail sur son ancienne adresse qui était redirigé vers le nouveau directeur général de l'école qui l'a quitté et qui lui aussi est intéressé pour le coup par ce que je propose, alors qu'on n'en avait même pas parlé lui et moi à ce moment-là. Donc en gros, avec une erreur de mail, d'une pierre deux coups. Si ça, c'est pas avoir le cul bordé de nouilles, si ça, c'est pas avoir quand même une sacrée veine, même sur des erreurs de débutants, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc effectivement, Denis, c'est génial. Là, je suis très content parce que ça aurait pu être plus gênant. Hein. Ça aurait pu être plus gênant. Et là, en revanche, bien. Et donc, EPO 1301, merci. Ouais, c'est top, ça, c'est sûr, c'est vrai, c'est chouette. Donc ça c'était on va dire, de grands moments de la semaine. Et puis, sinon rien de spectaculaire par ailleurs. Donc les choses continuent à suivre leur chemin. Je peux même vous dire d'avance, la semaine prochaine, j'aurai pas forcément grand-chose à vous raconter à ce propos parce que j'étais censé descendre à Grenoble pour une soutenance de thèse. Un de mes doctorants qui soutient mercredi, qui devait soutenir mercredi. Alors, ça s'appelle un carnet d'adresses qui déborde, Clément. Bah oui, tu as entièrement raison. C'est un carnet d'adresses qui déborde de tous les côtés. Et donc, oui, je devais descendre à Grenoble pour la soutenance de thèse. Et non, l'étudiant n'est pas mort, hein, mais en gros, il n'a pas eu son visa. Pour venir en France, donc il vient du Liban. Et il me disait ce week-end, parce qu'on a fait des simulations de sa soutenance ce week-end, et il me disait voilà, je suis embêté parce que je pensais avoir mon visa vendredi, lundi c'est un jour férié au Liban, et donc au mieux je peux l'avoir mardi, mais je suis même pas sûr, donc je vais probablement devoir reporter. Et donc la soutenance est reportée. Je devais descendre à Grenoble, donc je m'étais organisé pour être dispo pour lui, pour la soutenance. Et finalement, je ne descends pas à Grenoble. Donc, comme j'avais pas forcément programmé beaucoup de choses, oui, merci beaucoup Océane, fantastique, c'est vrai, hein, on est bien d'accord. Donc comme je n'avais pas programmé énormément de choses, je ne suis pas forcément certain que la semaine prochaine, j'aurai énormément de plus à vous raconter. Alors, maintenant sur quelques éléments d'actualité de l'IA. Alors, je crois que je reconnais ici certaines personnes qui ont dû lire certaines des choses que je vais raconter sur le prochain quart d'heure ou les 20 prochaines minutes. Ça dépend où c'est que tu vas envoyer tes mails. Bah oui, ça dépend, on est bien d'accord, t'as raison Denis. Ouais, c'est vrai, ça dépend où je vais envoyer mes mails. Ouais, c'est bien vu. c'est bien vu. Mais maintenant, c'est vrai que j'essaie de faire gaffe parce que j'ai fait aussi la même semaine, quasiment le même jour, j'ai fait une autre gaffe du même acabit en envoyant donc Mirella, comme vous savez, est mon associé. Et il se trouve que je travaille par ailleurs avec son fils sur toute autre chose. Et j'ai à un moment envoyé des documents, j'ai envoyé un mail à Mirella, ou pensant envoyer à Mirella un mail avec des documents pour notre avocat, pour la société, et comme le nom de famille entre la maman et le fils est le même, et il se trouve que le mail est parti chez son fils,
qui n'a pas bien compris de quoi il s'agissait, mais qui était en tout cas très, très content pour sa maman quand il a vu donc qu'elle était DAF d'une entreprise qui était en train de se constituer. Donc là encore, hein, j'ai fait une petite connerie sur le mail, mais sans gravité et presque au contraire. Mais je pense qu'il va quand même falloir que je fasse attention où j'envoie mes mails. Il faut que je vérifie non seulement le nom de famille, parce que souvent c'est sur le nom de famille que je porte une attention particulière, mais il faudra que je fasse attention au prénom et aussi au nom de domaine. Ouais, Gaston Lagaffe, mais en même temps des gaffes qui ont quand même pas trop mal marché, voilà, qui se sont pas retournées contre moi. Et c'est à ça qu'il faut que je sois vigilant maintenant. Ah oui, tiens, je pense à un autre truc effectivement que j'ai fait et j'ai eu un retour aujourd'hui qui était très, très encourageant. Donc avec mon éditeur Palgrave Macmillan, là personne ne le sait, hein, ici j'en ai jamais parlé, mon éditeur Palgrave Macmillan m'avait demandé de travailler sur un dictionnaire de la finance. Et alors c'était il y a quelques années déjà, hein. J'ai honte parce que ça fait des années qu'on est censé avancer dessus, et j'ai eu un blocage, voilà, grosso modo. Ça sortira pas du département. Oui, ça c'est les Chevaliers du Fiel. On est bien d'accord. Nénette et je me souviens plus quel était le nom de la sœur de Nénette, mais on est bien d'accord, Denis. Donc ça faisait un moment que je repoussais le moment où j'allais vraiment m'y mettre, je dois dire. Et puis je m'étais mis d'accord c'était il y a longtemps, hein, ça fait il y a 1 an, je m'étais mis d'accord avec mon éditrice et avec les 2 personnes que j'avais recrutées pour travailler avec moi, dont l'une qui est ma patronne d'habilitation à diriger des recherches, que j'avais recruté pour qu'on travaille ensemble là-dessus. On s'était mis d'accord pour que, il y a 1 an, donc un petit peu plus d'1 an, je fasse un assistant IA. On parlait encore d'assistant à l'époque, pour faire des éléments de recherche sur les concepts qui auraient besoin d'être définis. J'avais fait l'assistant, j'ai trouvé les concepts, j'en ai trouvé à l'époque un petit peu moins. J'ai dû en trouver autour de 3000 à peu près 3000 concepts, et en fait justement voyant 3000 concepts à définir, à travailler, je me suis dit non, c'est pas possible. je le sens pas, j'ai pas très envie en fait de m'y mettre. Et puis j'ai fait un truc assez simple, mais qui a produit son petit effet malgré tout. Ces derniers jours, j'ai fait un petit agent IA qui en prenant les concepts trouvés, qui d'abord est allé mettre à jour la liste des concepts, et donc je suis passé de 3000 à près de 4000. Alors là, je vous laisse imaginer l'angoisse quand vous voyez la liste qui s'allonge. J'espérais qu'il allait trouver des redondances et réduire à 2000 ou quelque chose comme ça. Non, il en a trouvé presque 2000 de plus. Presque 3900 et quelques, presque 1000 de plus. Et donc j'ai fait un petit agent qui ensuite, pour chacun des presque 4000 concepts, va chercher une définition type dictionnaire dans les dictionnaires déjà existants, histoire qu'on sache quand même ce qui existe et qu'on ne réinvente pas l'eau chaude, d'une part. D'autre part, aille chercher une définition institutionnelle, donc chez les professionnels des métiers du chiffre. Et donc là, en gros, ça peut être les régulateurs, ça peut être les grands cabinets, etc., pour voir ce qu'en disent les praticiens, hein, en fait. Et la troisième, c'était une définition venant de la recherche. Et donc, mon petit agent a fait ça, m'a produit un document qui doit faire un peu moins de 1000 pages,
puisqu'imaginez, donc j'ai presque 4000 entrées multipliées par 3 définitions, en gros ça fait l'équivalent de 12 000. Et donc j'ai envoyé ça à l'équipe éditoriale en leur disant tout le cheminement que j'avais suivi, en fait, comment j'avais procédé depuis le début, à savoir, je leur avais rappelé ce que j'avais fait avec l'assistant, puis ce que j'ai fait avec l'agent, histoire que tout soit transparent, hein, disant voilà, là, tout ça c'est un travail qui a été fait avec l'IA, c'est pas moi qui ai écrit ce qu'il y a sur ces 1000 pages, hein. Mais il faut qu'on puisse se servir de ça comme base de travail pour, comme je disais, ne pas réinventer l'eau chaude et avoir vraiment un dictionnaire du chiffre qui soit distinct des autres. C'est-à-dire que, pour faire très très court, les dictionnaires que vous pouvez trouver, alors je ne parle pas des dictionnaires type le Larousse, le Robert, etc., mais les dictionnaires qu'on trouve, en règle générale, sont monolithiques. C'est-à-dire qu'ils vous donnent une définition sous un certain angle, éventuellement quelques synonymes, et ne vont pas chercher beaucoup plus loin. Moi, ce que je me suis dit, c'était... je me suis dit, et donc Aude, je vais l'appeler Aude parce que c'est son prénom, ma patronne d'HDR, Aude était d'accord avec moi sur la chose suivante, c'est que on travaille déjà ensemble sur une collection, donc on dirige depuis quelques années, depuis je crois 2018, hein, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà 6 ans, non, déjà de 8 ans presque, oula, c'est fou. Donc depuis presque 8 ans, on travaille sur une collection, on dirige une collection dans laquelle on donne la voix à des ouvrages écrits à deux voix, 4 mains, un praticien et un chercheur. L'idée étant de ne pas être dans une nouvelle collection qui ne fasse que de la recherche, que des ouvrages qui sont des ouvrages s'adressant simplement à un public de chercheurs, d'universitaires, parce que ce ne serait pas distinctif, tous les éditeurs le font. Donc qu'est-ce qui ferait que le nôtre serait forcément meilleur ? Rien a priori. Moins bon, rien non plus, hein, a priori, hein, mais il n'y a rien qui nous dit qu'on sera forcément mieux. Et donc un ouvrage de recherche pur, non. Un ouvrage strictement professionnel, avec limite technique, certainement pas, parce que c'est quand même très étroit. Donc on s'est dit, on va faire dialoguer les deux mondes avec des praticiens en exercice qui viennent mettre en lumière des angles morts sur des sujets financiers qu'en règle générale on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas de vision de l'intérieur. Quand je dis des angles morts, ça peut être c'est aussi bien pour la recherche que pour les enseignements, hein. Il y a des choses, on entend souvent les étudiants qui nous disent oui, en stage je vois la pratique, et à l'école on voit la théorie, et c'est pas du tout pareil. Ce qu'on nous apprend à l'école on ne le voit pas en stage je vois beaucoup plus de choses. Sans quoi ils n'ont pas complètement tort. Et donc l'un des enjeux, c'est justement de mettre en lumière ces angles morts. Et donc on était déjà avec notre collection sur un positionnement comme celui-ci, où en fait on fait dialoguer les deux mondes. Et pour ce dictionnaire, j'ai eu aujourd'hui une réaction de mon éditrice qui est emballée, qui est super emballée, qui me dit c'est vraiment une super bonne idée, c'est un boulot incroyable, tout ce que tu as fait jusqu'à présent et toute cette vision, toute ta vision, oui c'est super, allons-y. Donc voilà, donc ça c'était une autre nouvelle que j'avais presque oubliée mais qui date d'aujourd'hui, donc vous voyez ici l'IA au service de la science, quelque part, au service de la rédaction d'un dictionnaire qui ne va pas être une mince affaire. Et enfin, donc, quelques éléments d'actualité de la semaine sur des questions d'IA. Je ne vais pas vous faire donc, tout ce qui s'est passé cette semaine, mais il y a eu au moins deux, trois choses intéressantes, je pense. Alors, l'une,
Donc il y a deux choses que vous avez vues, une probablement pas, et puis ensuite directement concernant l'IA, et ensuite deux, trois phénomènes indirectement liés à l'IA, mais très importants malgré tout. Le phénomène que vous avez probablement vu, dont vous avez probablement entendu parler, c'est Moldbook. Donc Moldbook, qui est un réseau social pour des agents IA, alors pour des agents IA, des humains peuvent s'y connecter mais ne sont pas autorisés à interagir. C'est-à-dire que les êtres humains peuvent être des observateurs de ce que les agents IA échangent entre eux. Et alors sur quoi ils échangent? Ils échangent sur des questions existentielles, sur le sens de la vie, le sens de la mort, sur l'humanité, etc. Certains également, et là ça devient un peu plus inquiétant, hein, quelque part, certains parlent aussi d'éradiquer l'espèce humaine, d'éradiquer ceci ou cela, enfin bref. Tous les travers qu'on peut trouver chez l'humain, on les retrouve sur les réseaux sociaux fréquentés par des humains, on les retrouve sur Moldbook. Mais ce qui est à la fois intéressant et donc fascinant et inquiétant, c'est de voir que ces agents IA ont une autonomie de fonctionnement très grande sur ce réseau social. À telle enseigne que l'un d'entre eux a créé un culte qui s'appelle Crucirafarian. Donc en gros le culte crucirafarien, donc en gros qui est une contraction de crustacés et de Raffarie. Alors Raffarie, attention Clément, je te vois venir, ce n'est pas Jean-Pierre Raffarin. Il s'agit en gros de ce que j'ai compris, d'une variante de la culture Rasta. Donc un culte qui viendrait plus ou moins de la Jamaïque. Et avec ces, je crois, 28 prophètes, qui sont des agents IA, hein, eux aussi. Donc ça, vous l'avez peut-être vu, parce que c'était une sorte de nouveauté de la semaine. Une autre nouveauté qui vient directement du monde de l'IA, enfin celle-ci en vient bien sûr, mais qui là aura des répercussions importantes sur plein de choses. Le 5 février, alors comment je me souviens du 5 ? Vous allez voir, ce que je vais dire après va éclairer la chose. Le 5 février, Anthropic, donc le principal concurrent d'OpenAI historiquement, a sorti un nouveau modèle de langage qui s'appelle Opus 4.6 et qui surtout fait des prouesses en matière de programmation. Donc vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, quelques mois, que le développement informatique dégraissait massivement surtout et ne recrutait pas de jeunes parce que l'IA faisait mieux le travail. Et bien il se trouve que là, Anthropic a développé un modèle qui est à destination, alors avant tout des professionnels, mais qui marche aussi, qui peut faire l'objet d'appropriation par le grand public. Et là, je crois que Denis pourrait nous en parler, puisque Denis travaille dessus depuis quelques jours, peut-être un peu plus, mais au moins un peu moins d'une semaine, je crois. Et donc il permet en fait, grosso modo, à n'importe qui le prendrait en main, en langage naturel, de générer du code informatique qui permet de créer toutes sortes d'applis dans tous les sens. Et des applis très sophistiquées aussi. 2 semaines, excuse-moi. J'avais l'impression que quand on discutait dimanche dernier, tu t'y étais pas encore tout à fait mis et tu envisageais d'y passer. Donc autant pour moi, 2 semaines. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que donc, Anthropic a sorti ce modèle qui clairement devait ringardiser ChatGPT. ChatGPT étant de moins en moins populaire, ChatGPT perdant des utilisateurs, ChatGPT étant de moins en moins fiable. Et il se trouve que 20 minutes après la parution de Opus 4.6, OpenAI a sorti
son propre outil de codage, Codex 5.3. Et donc c'est très intéressant de voir donc, que les deux sont sortis à 20 minutes d'écart, d'intervalle. Mon intuition, je vous dis mon intuition, c'est pas que la mienne, hein, donc là je me fais pas prophète, hein, mais mon intuition est que OpenAI prenait énormément de retard, en tout cas perdait du terrain sur ses principaux concurrents, à savoir d'abord Anthropic, puis Google avec Gemini, dont Antigravity est l'outil de développement informatique. Donc moi, c'est celui que j'utilise jusqu'à présent, que je trouve très bien. Et donc, OpenAI a perdu énormément de terrain, et mon intuition est que lorsqu'Anthropic a sorti Opus 4.6, il ne pouvait pas faire autrement que eux sortir aussi quelque chose de concurrent. Et à mon avis, c'est d'autant plus vrai que lorsque on est encore en hiver, mais peu avant les fêtes, Anthropic a sorti un nouveau modèle qui s'appelait Opus 4.5, et bien ChatGPT 5.2 est sorti moins d'une semaine après. Donc vous avez peut-être lu dans la presse à l'époque Code Rouge chez OpenAI. Donc OpenAI étant, et c'est là que je voulais en venir, dans la réaction. Donc j'ai l'impression que celui qui était un leader il y a 3 ans, celui qui était encore un leader il y a 1 an et demi, aujourd'hui est à la traîne. Aujourd'hui perd sacrément du terrain, nonobstant des investissements massifs. C'est-à-dire que, en gros, OpenAI lève des milliards, enfin des centaines de milliards. Donc là, OpenAI est en train d'organiser une introduction en bourse, a réussi à lever près de 200 milliards. Anthropic plus petit, en a levé 30 cette semaine. Et Anthropic, qui est plus petit, qui a moins d'argent, qui en valeur absolue a moins d'utilisateurs, est rentable, et Anthropic est plus innovant. Donc j'ai l'impression que oui, OpenAI lui court derrière. Si bien que si vous vous souvenez, j'avais évoqué il y a quelques semaines le fait que OpenAI allait préparer son introduction en bourse avec Microsoft comme actionnaire, qui devrait détenir près de 20% du capital. Et donc mon intuition est que Microsoft lui-même étant à la traîne en matière d'IA, pourrait très bien absorber OpenAI et en gros faire comme Google avec sa propre IA Gemini, qui au départ était ringarde, hein, franchement, enfin était un peu nul, c'était un peu naze, hein, et qui aujourd'hui est devenue une IA générative de référence. Donc je ne serais pas surpris que OpenAI à un moment devienne un module ou une filiale de Microsoft, ce qui permettrait à la fois à Microsoft de consolider sa position dans l'IA, et à OpenAI de continuer à exister. Ça, c'était donc un élément très important en avis de cette semaine, qui a des conséquences sur plein d'autres choses. Ces remous dans le monde de l'IA ont eu des conséquences quasi immédiates sur les marchés. Donc les marchés financiers se sont affolés. Les valeurs de la tech, à commencer par les géants, les GAFAM, mais aussi toutes les entreprises d'IA, ont perdu 15% de valeur en une semaine, et dont 5% en un quart d'heure hier matin. Hier, donc je rédigeais, pour ceux qui le savent, qui sont ici, je rédigeais une revue de presse, la revue de presse de la semaine. Je venais de voir un article sur la chute des cours pendant la semaine, et 5 minutes après que j'ai publié la revue de presse auprès de la communauté, du groupe, eh bien tombait la nouvelle que 5% avait été perdu en un quart d'heure, donc 5% de plus.
Tout ceci pour dire que donc, en ce moment, il y a une très grosse fébrilité autour de la confiance dans les entreprises de la tech et de l'IA. Les investissements consentis étant énormes. Encore cette semaine, plus de 600 milliards d'investissements cumulés par tous les géants de la tech ont été annoncés. Alors, je ne me souviens plus de la répartition entre les uns et les autres, mais tout ça pour dire que on est sur des choses qui commencent à faire peur. On se retrouve avec Google qui également envisage de produire sa propre énergie nucléaire. Donc imaginez Google qui deviendrait l'équivalent d'EDF ou l'équivalent d'Eni en Italie, qui aurait ses propres réacteurs nucléaires, qui pourrait peut-être aussi vendre de l'électricité, pourquoi pas. On pense aussi du coup à la fusion annoncée cette semaine entre les deux entreprises phares d'Elon Musk, Starlink et SpaceX et xAI. Donc pour construire des centres de données et poser des serveurs dans l'espace, ce qui serait moins cher, moins coûteux en énergie, notamment parce qu'il n'y a pas le problème du refroidissement qu'on a sur Terre. Et donc tout ça, alors je crois, pour lui, c'est une opération à 1250 milliards de dollars. Donc je vous laisse imaginer, que les marchés aient pu prendre peur. Et là, je vous fais pas du Jean-Christophe Gaillard des Guignols d'il y a 20 ans, où, si vous vous souvenez, les marchés étaient anthropomorphisés. Donc, ça a été effectivement je pense les gros éléments de la semaine, avec, pour revenir rapidement sur ce que je disais à propos des deux sorties conjointes ou concurrentes des modèles de codage, de développement informatique de Claude, d'Anthropic et d'OpenAI. Il se trouve que les éditeurs de logiciels également ont vu leur valeur s'effondrer en bourse cette semaine, parce que ces deux annonces, en gros, revenaient à les ringardiser. À partir du moment où quasiment n'importe qui peut, en maîtrisant un tout petit peu les outils, créer des applis à peu près aussi bonnes que des applis déjà existantes grand public, ces éditeurs ont effectivement de quoi s'inquiéter. Donc la World Company m'est privatisée après sa phase soviétique. Tu ne crois pas si bien dire, Clément. Et je me souviens, je ne sais plus si j'en avais parlé ici ou pas, mais il y a quelques semaines, les patrons des grandes boîtes de l'IA étaient interrogés sur leur vision du futur. Et un truc qui était très intéressant, c'était ce que disait Elon Musk, qui était, et là ça va te donner raison Clément, qui était que donc l'IA allait remplacer les humains partout, qu'elle allait tout faire, qu'on serait dans une société d'abondance, qu'il n'y aurait plus besoin de travail, qu'il n'y aurait même plus besoin d'argent. Et ça m'a fait sourire, parce que ça m'a rappelé effectivement cet épisode auquel tu fais allusion. Alors, c'était quoi l'épisode auquel fait allusion Clément ici ? C'était dans les Guignols. Alors, tu m'excuseras si je me trompe entre Bill et Bob, mais vous avez donc les Monsieur Sylvestre de la World Company qui sont dans une sorte de salle des marchés, puis on qui dit « Oh Bob, j'ai racheté telle boîte, ouais mais on l'avait déjà, c'est à nous. Ah, on a inventé le communisme privé. » Et donc effectivement, comme tout a été racheté par une même entreprise, finalement on se retrouve dans une situation du communisme privé. Et à ce moment-là, si le communisme est privé, ou s'il n'y a plus de concurrence, on va dire, c'est la fin du capitalisme. Et donc c'est la fin de l'histoire. Et en gros, ce que disait Elon Musk, mais sans forcément... je ne sais pas s'il se rendait compte ou s'il y avait un peu de cynisme ou de la provocation, ce que disait Elon Musk, en gros, c'était l'IA est susceptible de sonner la fin du capitalisme. Et moi, à titre perso, ça m'étonnerait que ça arrive, parce que ceux qui aujourd'hui sont détenteurs de richesses, à mon avis, verraient d'un très mauvais œil la situation dans laquelle ils ne pourraient pas les utiliser.
Et la situation complètement ubuesque où ils auraient tout et où justement ayant tout, ils ne pourraient rien en faire. Donc la prophétie d'Elon Musk, j'y crois très peu. Après, je ne sais pas vous concernant ce que vous en pensez. Oui, des moyens de production, Tawarich. Des moyens de production, oui, mais pas que. Tu as des moyens de production en effet, mais après, à partir du moment où tu as une seule entité, une seule entreprise possède tous les moyens de production, ça veut dire qu'elle est à la fois son propre client, son propre fournisseur. Ça veut dire également que, en gros, il n'y a plus besoin de monnaie pour les transactions. Donc on se retrouve complètement en circuit fermé et avec une monnaie qui est de la monnaie de singe. C'est presque aussi simple que ça, presque aussi élémentaire que ça, mon cher Watson. Donc ça, c'était les éléments de la semaine qui me semblaient importants ou intéressants. Et puis donc un tout dernier, et après je passe au choix méthodologique. Donc un tout dernier élément que j'ai commencé à voir évoqué cette semaine dans la presse, pas avant, ou très peu, c'était les terres rares. Donc les terres rares, oui, on en parle depuis quelques temps, mais cette semaine, de nombreux pays ont commencé à s'interroger sur la nécessité d'explorer leur sous-sol et de chercher à l'exploiter pour en extraire des terres rares. Alors pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est que les terres rares ? Alors je commence par le pourquoi. Donc pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la Chine exploite plus de 90 voire 95% des terres rares dans le monde. Et donc en gros le monde entier est dépendant de la Chine en matière de terres rares. Donc si à un moment la Chine décidait de bloquer les exportations de terres rares vers le reste du monde, eh bien il se trouve que il n'y aurait plus de technologie. Donc ces terres rares, c'est quoi ? Ce sont des métaux précieux souvent, présents en petite quantité, mais vous avez une très grande variété de ces métaux. Je ne sais plus combien ils sont, peut-être au moins une quinzaine, présents en très petite quantité dans le sous-sol à la fois, mais ensemble. Et ces terres rares sont des matières premières essentielles pour la fabrication des puces, pour la fabrication des processeurs, pour la fabrication de tout ce qui nous sert aujourd'hui, aussi bien pour les batteries, que ce soit du téléphone portable, de l'ordinateur, des voitures, que pour les composants des centres de données, de tout ce qui vient alimenter l'IA. Donc en gros, on est aujourd'hui au cœur d'une grande problématique géostratégique de souveraineté liée à l'exploitation des terres rares. Et donc, figurez-vous que le Japon a été le premier à envisager d'en explorer dans les fonds sous-marins en mer du Japon. Et forcément, ça déplaît à la Chine, à la fois parce que c'est dans son voisinage proche, à la fois parce que c'est le Japon l'ennemi héréditaire, et à la fois parce que c'est une perte de leadership mondial si d'aventure le Japon en trouvait et arrivait à en exploiter. L'Inde en a fait autant de son côté. Donc l'Inde, c'est à l'ouest de la Chine, même type de préoccupation, mais dans les montagnes. Donc là, la Chine, pareil, l'a pas forcément très bien vécu. Vous avez ensuite la France qui a identifié un gros gisement potentiel de terres rares dans l'Allier, qui grosso modo représenterait, attendez, je ne me souviens plus, mais c'était très très impressionnant. Juste pour les terres rares, on devait être sur l'équivalent de plus de 3 millions de tonnes potentielles de terres rares juste dans l'Allier. Et donc ça suscite bien des convoitises, forcément, bien de l'intérêt. Il y a eu aussi une découverte de potentielles terres rares en Moselle,
Et oui, pour toi, Viviane, si jamais tu avais envie de te reconvertir et de retourner au pays et de te reconvertir dans les mines, eh bien, elle serait susceptible de réouvrir. Peut-être pas tout à fait les mêmes, mais grosso modo, dans ces régions au sous-sol jadis très riches. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, hein, bien sûr. Une grande question qui se pose, c'est finalement, aujourd'hui, est-ce que les terres rares, ça va nous faire le même coup que le gaz de schiste ou pas? Le gaz de schiste, en gros, gros gisement, l'un des plus gros au monde, trouvé en France, dans le sud de la France, inexploitable, parce qu'effectivement la fracturation hydraulique pour extraire le gaz de schiste est polluante et donc la primauté a été donnée à la politique environnementale sur la politique énergétique. Donc ce qui est un choix politique, hein. Et donc là se posera exactement le même dilemme. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie un enjeu de souveraineté ou est-ce qu'on privilégie un enjeu d'environnement? Sachant qu'on ne pourra pas faire les deux. Sachant que choisir l'un ou choisir l'autre, eh ben, ce sera forcément douloureux parce qu'il faudra renoncer à l'un des deux. On ne pourra pas faire un peu de l'un, un peu de l'autre. Ce ne sera pas possible. Si on fait un peu de l'un, un peu de l'autre, on fera mal l'un et l'autre. On n'aura que les inconvénients de l'un et de l'autre. Donc moi, j'ai pas de religion en la matière, hein, mais je pense qu'on va se retrouver confronté au même type de débat que sur le gaz de schiste à l'époque. Et donc, Viviane, tu dis, oui, il y a eu suffisamment de tunnels en Moselle, pas besoin de creuser plus. Non, mais peut-être plus bas, plus profond. Ce qui après suscite d'autres types de discussions. Voici donc pour les éléments qui me semblaient importants cette semaine. Et donc, je vais passer au thème du jour concernant le mémoire et les choix méthodologiques. Donc, sur les choix méthodologiques, il y a deux choses grosso modo que je souhaite évoquer avec vous. Ce sont d'abord les erreurs classiques que font les étudiants concernant leurs choix, et ensuite, dans un deuxième temps, ce à quoi il faut faire attention, et en fait, je dirais comment ça marche, grosso modo. Alors, les erreurs classiques, moi j'en vois de 4 ordres. Et donc j'en vois de 4 ordres et je vais vous les expliquer une par une. En gros, la principale, l'erreur classique par excellence, et qui a 4 déclinaisons, c'est l'erreur qui consiste à choisir une méthodologie pour son mémoire, pour son travail de recherche, sans avoir de bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire, en d'autres termes, choisir une méthode pour de mauvaises raisons. Et là, donc les mauvaises raisons, moi j'en vois surtout 4. Et là, c'est d'expérience. La première, et je vous raconterai une petite anecdote, la première, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit « moi je veux faire ». Voilà, donc vous dites, tiens, tu travailles sur quoi? Je travaille sur telle chose. Bon, ok. Mais je vais faire des entretiens, ou je vais faire un questionnaire, je vais faire une enquête, enfin, je vais faire un sondage. Ouais, mais tes entretiens, ils vont servir à quoi? Ouais, mais j'ai envie de faire des entretiens, je te dis. Et ou bien, ouais, je veux faire un sondage parce que c'est vachement bien, c'est cool. Ouais, ok, mais ton sondage, il va te servir à quoi? C'est un sondage, quoi, donc c'est forcément bien. Donc en gros, là, grosso modo, c'est quoi le problème ici? Le problème, cette erreur classique, c'est l'erreur qui consiste à se dire « j'ai envie de faire telle chose, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça va m'apporter, je ne sais pas ce qui existe d'autre, et je ne sais pas si j'ai vraiment intérêt à faire ce que je dis ici. » Et l'anecdote, quand je faisais ma thèse à Manchester, je m'étais inscrit dans un cours de méthodo de la recherche. J'étais à l'époque en fin de thèse, je voulais grosso modo valider la cohérence des choix méthodologiques que j'avais faits, et donc il y avait des étudiants qui étaient en début de thèse aussi.
la prof nous avait mis en groupe de 3 ou 4 pour discuter justement des choix méthodologiques qu'on ferait dans la thèse. Et en gros, la question était finalement quelle méthodo est-ce que vous pensez choisir, vous pensez retenir. Et puis là, donc en discutant, je me rends compte que tous ceux avec qui je discutais voulaient faire. Alors j'ai eu droit, pas à tout, mais à beaucoup de choses. Moi, je veux faire des entretiens. Moi, je veux faire un sondage. Moi, je veux faire de l'ethnographie. Et moi, on me demandait, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, je disais, moi, j'ai déjà fait. Mais la question n'est pas de savoir ce que j'ai envie de faire, ni ce que vous avez envie de faire, mais finalement, est-ce que c'est cohérent avec votre projet de recherche, finalement, plus largement? Je veux bien que vous fassiez de l'entretien, du sondage ou de l'ethnographie, mais pourquoi faire, finalement? C'est quoi l'objectif de tout ça? Et alors, je suis passé pour le rabat-joie, forcément. Le type qui n'a pas compris la question. La question, c'est quelle méthode vous voulez employer. Donc nous, on répond à la question quelle méthode vous voulez employer. Sauf que après qu'on a discuté, donc pendant, je ne sais plus, un quart d'heure ou 20 minutes, qui à mon avis était beaucoup trop long, on discute et puis la bonne réponse, parce qu'il n'y en avait qu'une de bonne réponse, c'était ça dépend. Donc quelle méthode est-ce qu'on veut choisir? Quelle méthode choisir? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De ce que je vous dirai tout à l'heure sur ce à quoi ça répond vraiment. Mais en gros, on choisit une méthodo parce qu'elle contribue à répondre à la question qu'on se pose. Voilà, grosso modo. Mais je vais développer ça après. Donc la première chose que moi j'ai vue, ce sont des étudiants qui veulent choisir une méthodologie, en gros parce qu'ils la connaissent. Parce qu'ils ont vu d'autres personnes l'utiliser, en gros des condisciples qui l'utilisent, donc ils se disent c'est pas mal, ou ils ont entendu dire que c'était bien, et donc ils disent tiens, moi aussi. Ou bien ils ont, et ça arrive très souvent, fait des lectures, et les lectures leur suggèrent, ils ont fait des lectures sur telle méthodo, et comme en gros ils la connaissent pas trop mal, puisqu'ils ont fait des lectures dessus, ils se disent c'est ça que je vais faire. C'est donc là la première erreur classique, c'est finalement d'avoir une sorte de biais de préjugé. Voilà, un préjugé ou une idée préconçue de ce qu'on va faire avant même d'avoir commencé, avant même de savoir où on va. La deuxième erreur classique que j'ai rencontré, que je rencontre encore aujourd'hui, beaucoup, c'est une erreur qui consiste en fait à demander ce qui est mieux. C'est-à-dire en fait je sais pas. Voilà, en gros c'est je suis pas sûr, mais dites-moi qu'est-ce qui est mieux, Kali ou Kanti? En gros, est-ce qu'il y a une méthodo qui, allez, entre nous, objectivement est plus scientifique que les autres? En gros, c'est ça. Avec derrière, souvent, le présupposé que les méthodes quantitatives seraient plus rigoureuses, plus scientifiques, et donc seraient nécessaires à votre travail de recherche, à votre mémoire ou à votre thèse. Bon, en fait, non. Et alors, quand je réponds non, il n'y a rien de mieux. Ce qui est mieux, c'est ce qui est adapté à la situation. Alors, ça suscite de la perplexité, un petit peu... bonne soirée, Denis, à très bientôt. Donc, ça suscite de la perplexité, de l'incompréhension. Et donc, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que qualitatif ou quantitatif, je ne vais pas vous faire du relativisme à deux balles, mais qualitatif ou quantitatif, aucun n'est supérieur à l'autre. C'est ni mieux ni moins bien. Ça arrive à des moments différents et ça remplit des missions différentes, des objectifs différents. Donc très souvent, on aurait tendance à penser que le quantitatif, parce qu'il y a des chiffres, parce qu'il y a du modèle, etc., c'est plus scientifique, c'est plus rigoureux.
que le qualitatif qui serait plus flou, qui serait moins systématique. Eh bien, penser ça, c'est se tromper parce que figurez-vous que dans la recherche scientifique, à proprement parler, eh bien, celle-ci se fait en 3 temps, grosso modo. En 3 temps avec du quali, enfin une sorte d'alternance entre quali et quanti. En règle générale, la recherche scientifique commence par de l'expérimentation en labo, où on a une intuition. Voilà, on part d'une intuition, on dit tiens, je regarderais bien, j'aimerais bien regarder ce qui se passe si j'appuie sur tel bouton. Ou tiens, si je fais telle chose, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Donc on va tâter, on va voir sur le terrain. On fait des manipulations, des observations de laboratoire, on prend des notes, etc. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de la recherche qualitative, où on expérimente véritablement. Et une fois qu'on a expérimenté, eh bien, on commence à avoir des intuitions quant au fonctionnement du phénomène étudié. Et on se dit, maintenant, ce que je voudrais, enfin, ce qui sera important, c'est que la recherche puisse valider cette intuition que j'ai eue. Et pour valider, il va falloir voir au-delà du seul contexte que j'ai observé, et donc avec des données beaucoup plus nombreuses. Et c'est parce qu'on va travailler sur des données beaucoup plus nombreuses qu'on pourra valider ou non ces intuitions que j'ai eues. Et une fois que la recherche quantitative est passée par là, on a besoin d'une recherche qualitative à nouveau pour donner de la chair aux résultats de cette recherche quantitative. C'est-à-dire qu'il s'agit de leur donner du sens. Et là, donc, je vais vous donner quelques exemples. Deux exemples principalement, mais l'un étant très connu parce qu'on l'a beaucoup évoqué. C'était sur... j'en reparlerai plus tard du Covid-19. J'en reparlerai plus tard. Mais le Covid-19 est un très bel exemple de recherche qualitative contre recherche quantitative. En gros, le professeur Raoult était sur du qualitatif pur, excluait le quantitatif ou déniait l'utilité du quantitatif. Les labos pharmaceutiques, eux, étaient dans une démarche qui... ils se sont radicalisés aussi de leur côté, dans une démarche strictement inverse, disant que le qualitatif, dans ce cas-là, n'était pas adapté parce que notamment il y avait de la vie humaine en jeu et qu'il fallait du quanti exclusivement, de la simulation exclusivement. Donc on était en plein dans ce débat, mais on a bien les deux qui interagissent l'un avec l'autre. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le qualitatif est particulièrement utile à 2 moments d'un processus de recherche. Le premier moment, c'est celui où on explore. On fait une démarche exploratoire. En gros, on est sur un sujet, sur des questions un peu nouvelles, et on n'a pas beaucoup de recul, donc on essaye de comprendre déjà. On observe, on essaie de comprendre, de se faire une idée, et de voir si on peut formuler quelques intuitions de comment ça marche. La phase exploratoire, c'est forcément qualitatif. C'est, oui, itératif et intégratif et dynamique, et on est bien d'accord. Oui, Mireille. Bon, désolé, c'est une blague entre nous depuis qu'on se connaît. Voilà, ça a été... probablement notre premier échange avait été itératif et intégratif, et depuis on en rigole énormément à chaque fois qu'on parle de méthodologie entre nous. Donc je dis ça pour que vous ne vous sentiez pas trop exclu de la blague, ou pour que vous ne disiez pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc c'est oui itératif, mais surtout la méthode qualitative est particulièrement adaptée quand
quand on défriche le terrain, quand on essaye de débroussailler un sujet et de laisser justement le terrain libre ensuite à une recherche qui essaiera de tirer des lois générales de fonctionnement du phénomène que nous, on a débroussaillé. C'est-à-dire qu'il s'agit, avec le quantitatif, de trouver les lois générales de la physique, par exemple, les lois générales de l'économie, à supposer qu'il y en ait, et pour ça, donc, on a des chercheurs qui vont collecter des données en masse et qui vont faire tourner des modèles, éprouver nos intuitions, donc confronter nos intuitions tirées d'une ou de quelques observations de terrain. Ils vont confronter ça à la réalité d'une représentation du monde. Alors quand je dis représentation du monde, c'est-à-dire qu'ils vont évidemment pas confronter ça à toutes les données qui existent, mais à un échantillon le plus large possible pour voir si on arrive à effectivement dériver une loi générale de ces intuitions que la recherche qualitative a pu mettre en avant, a pu formuler. Donc la recherche quantitative arrive à ce moment-là. La recherche quantitative produit souvent ça j'y reviendrai après, produit souvent donc des résultats relativement indigestes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont sans intérêt, mais relativement indigestes. Ça vous donne des tableaux de chiffres avec des tableaux de corrélation entre un certain nombre de variables, des chiffres de validité statistique de telle variable, du modèle, de plein de choses, mais il manque une chose importante, il manque en fait la signification de tout ça. C'est-à-dire, c'est très beau d'avoir des variables, des corrélations qui sont statistiquement significatives, mais qu'est-ce qu'elles signifient ? Qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Et là, en fait, une chose qui se produit souvent, on a souvent des gens qui font du quantitatif en régressant tout sur n'importe quoi. Alors, régresser, c'est quoi ? Enfin, ils font des régressions, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent une variable qu'ils cherchent à expliquer par des corrélations avec d'autres. Et c'est ainsi qu'on peut se trouver avec des choses du style, on observe deux courbes qui évoluent exactement de la même manière, au même endroit, au même moment, donc qui sont corrélées statistiquement, celles de la criminalité. Donc plus la criminalité monte, plus la natalité monte aussi. Donc ça, c'est deux phénomènes. Alors, ce sont deux phénomènes, a priori distincts, que certains chercheurs, et là je vais vous refaire le coup des chasseurs, que certains mauvais chercheurs mettent ensemble en se disant tiens, il y a un lien de corrélation, c'est évident, ça ne peut pas être un hasard si les deux vont dans le même sens au même moment, etc. Et donc ils vont corréler les deux et constater que tiens, quand l'un augmente, l'autre augmente aussi. Donc bonne soirée Océane, merci de t'être jointe à nous pour ce petit moment, à très vite. Donc je disais, il régresse tout sur n'importe quoi, et là vous pouvez vous retrouver ensuite avec des observations qui sont plus la natalité augmente, plus la criminalité augmente, ou à l'inverse, plus la criminalité augmente, plus la natalité augmente. Et de là, la tentation est très grande de trouver un lien de cause à effet. Et le lien de cause à effet, il devient l'augmentation de la natalité provoque une augmentation de la criminalité. Ou l'inverse, selon le phénomène que vous cherchez à expliquer. Et donc la recherche quantitative peut vous montrer des résultats qui statistiquement se tiennent, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire
de quelque chose comme ça dont le lien logique est tout sauf évident, tout sauf intuitif. Eh bien, c'est là que la recherche qualitative joue un rôle à nouveau, c'est-à-dire qu'elle vient pour donner du sens à ce que la recherche quantitative a pu mettre en évidence. Donc donner du sens, ça veut dire ici, essayer soit de nous dire, mais bon, en fait, il n'y a aucun lien logique entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que statistiquement, ils semblent peut-être liés, mais d'un point de vue strictement logique et donc factuel, ils ne le sont pas. Voici pourquoi et comment. Ou à l'inverse, on obtient certains résultats quantitatifs qui méritent qu'on comprenne leur cœur. Et ça peut être des résultats un peu contre-intuitifs, du style, donc un de mes doctorants qui travaillait, je vous en avais déjà parlé, qui travaillait sur l'impact des valeurs islamiques sur la motivation et sur la satisfaction au travail, avait constaté que, contre-intuitivement, le fait d'être donc il travaillait sur le secteur public aux Émirats, pour le contexte, et il avait constaté que le fait d'être un musulman pratiquant, finalement, et d'être encouragé dans la pratique par l'employeur, ne se traduisait pas par une augmentation par une amélioration de la satisfaction au travail. Et donc lui, il trouvait que, statistiquement, donc c'était contre-intuitif. Comment ça se fait puisque finalement, tout nous porte à croire que ça devrait être l'inverse. En fait, c'était pas l'inverse, c'était pas qu'il y avait un effet négatif, il n'y avait pas d'effet. Donc lui, il nous disait, tout nous porte à croire que, au contraire, encore une fois, pas au contraire, qu'il devrait y avoir un effet positif et assez fort. Comment se fait-il donc qu'il n'y en ait pas ? Et en cherchant, en fait, il se rend compte que, finalement, oui, ça peut s'expliquer dans la mesure où, quand vous êtes pratiquant d'une religion, peu importe laquelle, eh bien, la religion en elle-même est en soi une source de satisfaction. Et le fait de pouvoir la pratiquer est une source de satisfaction, et elle peut donner du sens elle donne du sens à votre vie, et plus elle donne de sens, plus elle est source de satisfaction. Donc vous n'avez pas besoin d'encouragement externe pour accroître cette satisfaction dans la vie et au travail. Et donc l'explication, une explication théologique venait d'une recherche qualitative, d'une recherche qualitative où il a mené des entretiens avec des personnes concernées pour comprendre en fait ce qu'il y avait dans les résultats de son sondage au départ. Donc la recherche qualitative vient aussi après pour éclairer le quanti. Donc ni l'une ni l'autre n'est meilleure ou n'est objectivement meilleure ou plus ceci ou moins cela. Là, une chose que je constate aussi souvent du fait d'une sorte de perplexité à l'égard de ce que je viens de vous dire, ce sont souvent des étudiants qui se disent dans ce cas il faut faire les deux. Il faut qu'on fasse de la triangulation méthodologique et du quali et du quanti. Et là ma réponse est plutôt non. C'est pas nécessaire parce que une démarche qualitative ou une démarche quantitative, c'est déjà un projet de recherche à part entière, en soi. Donc faire l'un et l'autre, c'est ceinture et bretelles, ou bien double peine. C'est l'équivalent de 2 thèses, de 2 mémoires. Donc c'est peut-être trop pour une même personne. Pas utile d'en faire autant. Difficile d'admettre qu'il faut renoncer soit à la démarche quanti pour généraliser, soit à la démarche quali pour explorer ou pour donner du sens, mais il faut bien renoncer.
Choisir, c'est renoncer. Hein. Je sais que c'est une banalité ce que je dis, mais là à l'instant, mais on le voit parfaitement illustré ici. Troisième erreur classique que je rencontre, c'est celle qui consiste à croire que je vais choisir telle méthode parce que c'est plus facile. Et ça, je le vois beaucoup. Je le vois beaucoup avec donc le choix des méthodes Kelly et Canty ensemble. Ça, c'est la troisième. Excusez-moi, troisième erreur classique, c'est de se dire dans ce cas, il faut faire les deux. Donc quatrième erreur classique, c'est celle qui consiste à choisir l'une ou l'autre, plutôt Canty ou plutôt Kelly, parce qu'on se sent à l'aise avec cette méthode sur le fond. C'est-à-dire en gros, moi je me sens pas à l'aise avec les chiffres. J'ai fait des études littéraires. Je me sens pas à l'aise avec les chiffres. Je vais forcément aller sur du qualitatif parce que le quanti ça va être trop dur. Je vais rien y comprendre, ça va être trop dur. Ça, je l'entends beaucoup en SHS, donc en sciences humaines et sociales. Je l'entends beaucoup en sociologie et en psychologie. Or, en sociologie comme en psychologie, il y a des courants de recherche qui font du quantitatif, en psychologie clinique notamment, paradoxalement. Hein, je dis paradoxalement parce qu'on peut penser que parce que c'est clinique, c'est forcément qualitatif, on suit un patient de A à Z. Mais en gros, la recherche clinique en psychologie, elle s'appuie sur des bases de données. Et sur beaucoup de questionnaires, d'enquêtes en ligne, etc. Et là, pour dériver des profils psychologiques ou des choses comme ça, vous avez besoin de générer de la donnée en nombre et de la traiter statistiquement. Ça, c'est pour la psychologie, mais on a la même chose en sociologie ou en sciences politiques. Si on prend en sciences politiques la science électorale, ce que font deux personnes dont j'aime beaucoup les travaux, Pascal Perrineau et Dominique Régnier, étudier les scrutins, étudier les tendances de vote, étudier tout ça, ce sont des chiffres. Et donc ça nécessite qu'on manipule des bases de données, qu'on sache faire un certain nombre de statistiques. Oui, c'est trop dur, je ne saurais pas faire. À l'inverse, faire des entretiens, je suis pas à l'aise, je suis pas forcément à l'aise en public, je suis pas quelqu'un de très sociable, je saurais pas faire, je saurais pas réagir, je me sens plus à l'aise avec les chiffres, ce sera plus facile de faire du quantitatif. Eh bien, c'est une erreur là aussi. Ou encore l'erreur qui consisterait à dire le quanti c'est facile parce que c'est que des chiffres, ou bien le quali c'est facile parce que c'est que du blabla. Ça on l'entend aussi dans les deux cas. Bonsoir Rokaya 2323. Donc une position qui consisterait à dire c'est trop dur ou j'y vais pas parce que c'est trop dur ou je vais faire telle méthode parce que c'est plus facile, là aussi c'est une erreur. C'est-à-dire que le quantitatif, est-ce que c'est dur ? Pas forcément. Alors, ce qui est difficile sur le quantitatif, c'est surtout d'arriver à bien construire le modèle qu'on va étudier, à bien comprendre les données quantitatives qu'on a collectées, à arriver à les décoder, et ensuite les tests statistiques, mais ils ne sont pas faits à la main. Heureusement qu'on ne fait plus les calculs à la main. Une loi de Poisson, on ne la calcule plus avec une table ou avec un boulier. Tout ça est automatisé, on a des logiciels et je vous avais montré il y a quelque temps comment avec l'IA on pouvait aussi faire encore des choses en la matière. Donc dire c'est trop dur, c'est une erreur. C'est vrai que c'est pas complètement facile, mais quand on comprend les logiques, quand on s'y met, c'est facile, c'est à la portée aussi de quelqu'un qui n'est pas un scientifique au départ. C'est-à-dire qu'on est sur de la manipulation, sur du traitement de chiffres
Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à savoir lire ces chiffres. Donc on apprend à lire les chiffres, on n'apprend pas à faire des calculs, à résoudre des problèmes mathématiques poussés. Il ne s'agit pas du tout de ça. Mais c'est vrai que ça demande une bonne rigueur, comme partout, hein, une grande rigueur dans le travail, dans l'apprentissage, dans la compréhension de ce qu'on observe. Sur le Kali qui serait très facile, parce que c'est du blabla, ben là aussi, grave erreur. Le Kali, qu'on soit sur des entretiens, qu'on soit sur des archives ou sur de l'ethnographie, eh bien, ça demande aussi une très grande rigueur, pas du même ordre, mais une très grande rigueur, parce que l'une des contraintes du qualitatif, c'est de générer ou de collecter des données qui soient exploitables, qui soient donc à peu près comparables. Et pour qu'elles soient comparables, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient collectées de manière systématique. Grosso modo, quand vous conduisez des entretiens, il faut que vos entretiens, vous les conduisiez à peu près de la même manière, que vous posiez les mêmes types de questions, que la durée soit à peu près la même, que vous ayez des interlocuteurs qui soient de même niveau, qui aient à peu près le même niveau la même propension à être loquace et à vous parler. Ensuite, une fois que vous les avez collectés, faut les traiter. Et les traiter, figurez-vous que si vous me dites, moi je vais faire une étude de cas parce que c'est plus facile, c'est une grave erreur de le penser. Parce que lorsque vous êtes en cours et qu'on vous donne des études de cas, l'entreprise machin fait comme ci, l'entreprise machin fait comme ça, blablabla, ou en gros on vous raconte une histoire et on vous demande de la croire sur parole, on ne vous montre pas ce que c'est qu'une étude de cas en recherche. Ou en recherche, votre étude de cas, elle doit s'appuyer sur du matériau empirique tangible et concret. Il faut que vous le montriez impérativement. Ce n'est pas que vous puissiez. Vous êtes obligé d'étayer tout ce que vous dites avec du matériau empirique de première main, que vous avez collecté. Ça veut dire que quand vous faites des entretiens ou quand vous travaillez sur des archives, dans le mémoire ou dans la thèse, vous allez administrer la preuve de ce que vous avancez avec des extraits de vos entretiens ou de vos archives. Et la question qui se pose, c'est comment ça se sélectionne, les extraits d'entretien ou d'archives. Tout ça nécessite la mise au point d'un protocole méthodologique assez costaud. Et je vous ai montré, ou j'ai évoqué il y a quelque temps, des logiciels qui permettent de le faire. J'en reparlerai dans d'autres streams. Mais ce n'est pas plus facile que faire du quanti. Donc aller sur du Kali en pensant que c'est plus facile parce qu'on est soit parce qu'on est un peu paresseux, ça arrive aussi, ou bien parce que on pense que le fait de savoir chatter ça suffira, de savoir tchatcher ça suffira. Non. Donc ça c'est une très très grosse erreur. Et ça, on le retrouve sur à peu près sur tout type de méthodologie. De la même manière, j'avais des étudiants qui, à un moment, voulaient travailler sur les réseaux sociaux et, au début, pensaient que parce qu'ils étaient très actifs sur les réseaux sociaux, ce serait facile pour eux. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que finalement, traiter les données des réseaux sociaux, c'est quand même super balèze. C'est-à-dire qu'ils s'imaginaient au début qu'il suffisait peut-être de faire 2-3 captures d'écran, de poster un commentaire, de partager, en gros d'être actif sur les réseaux sociaux et de partager cette expérience. En fait, il ne s'agit pas de ça. Si vous voulez faire une étude qui porte sur les réseaux sociaux et la faire bien, ce qu'il faut déjà, c'est identifier les comptes que vous allez suivre et vous y tenir. Ensuite, déterminer une période sur laquelle vous allez les suivre. Sur cette période, d'abord collecter, parce qu'il ne s'agit pas juste de regarder vaguement, collecter, donc absorber toutes les publications en provenance de ce compte, mais c'est toute l'activité de ce compte, donc toutes les publications, mais aussi toutes les réactions de ce compte à d'autres comptes, donc de ce compte à des posts venant d'autres comptes, donc les réactions, des likes, des partages, des commentaires, etc. Mais aussi toutes les réactions
d'autres comptes à toutes les publications et à toutes les réactions de celui que vous étudiez. Alors, regarde, tu dois préparer ta collecte de données. Je veux lire des papiers sur les méthodes quanti. Est-ce qu'il y a des auteurs, des livres ou des papiers que je conseille? Alors, en quanti, il y a un ouvrage qui est très très bien, qui est sur les probabilités et les statistiques. Alors, j'ai plus le titre exact en tête, mais les auteurs, c'est Wonacott et Wonacott. Je vais taper dans le chat. Je crois. Alors, Wonacott et alors. Ah, zut. Décidément. Tac. Voilà. Ensuite, il me semble qu'il y avait, je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait un bouquin qui était très bien fait. Je regarde rapidement. C'était Joël Mettet, si je me souviens bien. Il avait fait quelque chose qui était très très bien. Un bouquin de stats qui était pas mal, très clair, très pédagogique. Alors, le Wonacott et Wonacott, c'est un bouquin américain, donc il peut faire peur de prime abord parce qu'il fait près de 1000 pages. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tout est très clair, très détaillé. Donc même quelqu'un qui n'y connaît rien au départ en ressort en se sentant intelligent et en ayant l'impression d'avoir compris quelque chose de nouveau. Donc Wonacott et Wonacott. Ensuite, il y a Joël Mettet qui avait écrit... Joël Mettet qui avait écrit des choses. Ensuite, là, il faudra que je réfléchisse pour d'autres noms, le cas échéant. Mais en tout cas, Wonacott et Wonacott, là, je suis vraiment sûr de mon coup. Moi, je l'avais étudié, j'en suis ressorti content. Voilà, au départ, le prof m'avait prévenu, il m'avait dit vous risquez d'avoir peur parce qu'il est gros, mais vous allez voir, il est super. Et effectivement, j'ai pas été déçu. Donc, je disais sur les réseaux sociaux, donc il faut absorber, étudier tout ça, et l'erreur classique consisterait à imaginer que c'est facile parce que c'est votre activité de tous les jours, d'être actif sur les réseaux sociaux. Eh ben non. Donc voici pour les erreurs classiques. À présent, je vais passer, sauf s'il y a d'autres remarques ou questions pour le moment, je vais passer à ce qu'il en est véritablement du choix méthodologique. Qu'est-ce qui fait comment est-ce qu'on va faire pour retenir une méthode plutôt qu'une autre? Et donc là, je vais procéder en deux temps. Donc les méthodes, donc les méthodologies doivent servir à répondre à une question de recherche en particulier, d'abord, et ensuite, je vais évoquer le fait qu'elles proviennent de la littérature, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent parce que la littérature nous y amène. Alors, les méthodes, donc tout d'abord, servent à répondre à une question de recherche spécifique. J'avais évoqué à plusieurs reprises, dans des streams antérieurs, le fait que la manière dont une question de recherche est formulée induit la manière dont on va y répondre. C'est-à-dire que des questions de recherche du type « Quels sont les déterminants de ? Quels sont les facteurs de ceci ? Quel est l'impact de ceci sur cela ?» Ce sont typiquement des questions qui ont vocation à dériver ou à tirer une loi générale. Et à partir de là, comme on cherche à tirer une loi générale du phénomène qu'on observe, eh bien, des méthodes quantitatives s'imposent. Si vous cherchez sur une question de cette nature à faire du qualitatif, même si vous dites que c'est de l'exploratoire, vous ne répondrez pas à la question de recherche au départ. C'est-à-dire que faire des entretiens sur quels sont les déterminants quels sont les déterminants du cours de l'action Amazon aujourd'hui. Si vous dites tiens, je vais aller faire des entretiens avec des analystes financiers et eux ils vont me donner les déterminants. En fait non, vous répondez pas à la question.
C'est-à-dire que vous, quand vous aurez rencontré les analystes financiers vous auront parlé de l'action Amazon, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils mettent dedans, etc. Mais en gros, la question à laquelle vous répondrez avec des entretiens, ce sera plutôt une question du style comment les analystes financiers se positionnent-ils vis-à-vis de l'action Amazon? Ou que pensent les analystes financiers de l'action Amazon? Mais en aucun cas, quels sont les déterminants de l'action Amazon? Donc, des questions de cette nature rappellent forcément des méthodes quanti. À l'inverse, des questions du type dans quelle mesure, comment, et là je vais vous donner quelques exemples, dans quelle mesure ceci, comment cela, ou quelle est l'influence de ceci sur cela, eh bien ça appelle des études qualitatives, parce que là on cherche à comprendre le fonctionnement d'un objet d'étude. Donc j'étais sur comment. Je pense à l'instant à une thèse qui était superbe, que j'avais dirigée. C'est pas parce que j'avais dirigé qu'elle était superbe, hein, mais elle m'avait beaucoup plu. C'est parce qu'elle était superbe que je l'ai dirigée. Hein, c'est plutôt dans ce sens-là. Hein. Donc d'une étudiante qui déjà il y a presque 10 ans s'intéressait à l'IA. Et au départ, voulait s'intéresser à comment l'IA va transformer les métiers du chiffre. Ce que je lui ai dit à l'époque, c'est écoute, c'est de la science-fiction, parce qu'on n'y est pas encore, donc on ne sait pas, on n'a pas de données, donc on ne sait pas. Et elle reconnaît. Je lui dis, en revanche, si tu te sens d'étudier comment les professionnels du chiffre se préparent à l'arrivée de l'IA, oui, il y a matière. Et donc elle me dit oui, moi c'est vrai, comment ils se préparent, comment ils voient ça venir, oui. Et je dis très bien. Et là elle était sur une question comment qui appelait forcément une étude qualitative. Donc elle s'est intéressée à des entretiens, elle a mené des entretiens avec tous les prescripteurs des professions, c'est-à-dire ceux qui en fait étaient les présidents des grandes associations professionnelles qui avaient des remontées de terrain de la part de leurs adhérents sur ces questions d'IA, questions d'IA dont on parlait à peine à l'époque. Hein. On était encore sur les macros Excel que maîtrisait pas tout le monde. Donc vous imaginez, parler d'IA à l'époque, c'était déjà parler de 2032 selon Arnold Schwarzenegger dans Terminator, le premier. Hein. Donc là, du qualitatif sur une question type comment. Dans quelle mesure des questions dans quelle mesure, pareil. Qualitatif, plutôt, donc ça peut être de l'entretien, de l'ethnographie, de l'exploitation d'archives en tout genre, ça c'est pas un souci. Quelle est l'influence de ceci sur cela? L'influence, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas, donc quelque chose qu'on va plutôt ressentir, qu'on va essayer d'appréhender, et c'est plutôt de manière qualitative, encore une fois. Donc, tout ça pour dire, hein, la manière dont la question de recherche est formulée est très largement déterminante quant à la méthodologie que vous allez retenir pour le mémoire ou la thèse, quali ou quanti. Ensuite, donc les méthodes, elles sont inspirées directement de la littérature. C'est-à-dire que, encore une fois, ça je pense que vous l'avez bien compris, elles ne viennent pas de nulle part. Elles ne sortent pas d'un chapeau, on ne décide pas de manière arbitraire ou juste parce qu'on aime bien ou on n'y va pas pour de mauvaises raisons. Et donc là, provenir de la littérature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ça veut dire grosso modo deux choses. La première, c'est que quand on décide de faire un mémoire ou une thèse, quand on s'intéresse à une question en particulier, on a identifié un besoin de connaissance, donc un trou dans la raquette, et
Et donc on veut contribuer à combler ce fossé. Et pour ça, on constate aussi souvent que le fossé peut être dû à des désaccords entre chercheurs. Et à un moment donné, eh bien, il se trouve qu'on va quand même prendre parti d'une manière ou d'une autre. On va probablement se trouver plutôt des affinités avec tel courant de recherche ou tel autre. On sera plutôt en accord avec tel courant que tel autre. Et auquel cas, comme on s'engage, même si c'est métaphoriquement, dans une conversation avec ce courant de pensée, avec ces chercheurs, eh bien, il est important qu'on parle le même langage. Et ça veut dire qu'il est important qu'on emploie des méthodologies qui aient du sens à leurs yeux et qui aient de la valeur à leurs yeux. Et là, j'en reviens donc à mon sujet préféré en méthodo parce qu'il est tellement caricatural, celui du Covid-19, de la recherche sur le traitement et sur le vaccin. Donc, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais en 2 mots, en recherche, on avait 2 approches diamétralement opposées. L'approche du professeur Raoult, d'une part, et l'approche des labos pharmaceutiques. Le professeur Raoult, lui, donc on connaît son approche par les patients qu'il connaissait, etc. Les labos pharmaceutiques qui, eux, suivaient un protocole tout autre, disant d'abord on fait de la simulation informatique, on génère du modèle, on génère des intuitions informatiques. Donc en gros, là, c'est l'équivalent de la recherche exploratoire, mais on informatise ça. Ensuite, on va faire des tests sur des animaux, sur des souris, pour commencer parce que c'est l'animal dont les propriétés biologiques sont les plus proches de celles de l'homme. Et donc c'est l'animal sur lequel les réactions des médicaments ou des traitements sont les plus proches de celles qu'on est susceptible d'observer chez l'homme, chez l'être humain. Donc d'abord on regarde sur des souris pendant un certain temps, on augmente la taille de l'échantillon, puis on va faire, une fois qu'on a des choses qui commencent à tenir la route, on va faire de premiers tests sur des humains volontaires, d'abord en petits groupes, parce qu'on est sur de l'être humain. Et là, on bascule là, on revient sur de l'exploratoire quelque part pour affiner. Et au bout d'un moment, on passe à des tests massifs. Donc sur de larges populations qu'on suit de très près pour voir les effets, etc., etc. Et après, on prend un groupe moins important qu'on suit au quotidien pour voir ce qui se passe. Grosso modo, hein, je schématise. Et donc, si vous travaillez sur le Covid-19 et sur les vaccins, je veux dire, indépendamment du Covid-19, sur les vaccins, eh bien, selon que vous êtes plutôt d'accord avec la recherche du professeur Raoult en termes d'approche, en termes de conclusion, ou le personnage simplement, ou selon que vous êtes plutôt d'accord avec les labos, eh bien, vous allez, et si vous avez envie de travailler avec l'un ou avec l'autre, vous allez être amené à employer l'une ou l'autre méthode, celle qui a le plus de sens auprès d'eux. Donc si vous dites au professeur Raoult, moi je vais travailler sur des bases de données, les patients j'en ai rien à foutre, je vais travailler sur des bases de données massives, mais il va vous rire au nez. Alors, certains me diraient, il vous rira plus longtemps au nez puisqu'il est parti, puisqu'on l'a accompagné vers la sortie. Mais il vous aurait ri au nez en disant, mais c'est pas comme ça que moi je travaille. Moi j'y crois pas à ces conneries. Là où, si vous allez plutôt vers les labos, vous leur dites, moi, voilà ma méthode, c'est de suivre 70 patients et je regarde et puis j'en tire des conclusions et je vous fais un vaccin, les labos vous riront au nez, vous diront, ah non, c'est pas comme ça que ça marche, mon bonhomme. C'est pas comme ça qu'on fait, chez nous. Donc tout ça pour dire que les méthodes, elles procèdent directement de ce que dit la littérature parce qu'elles correspondent à une manière de répondre à une question de recherche. Et donc l'enjeu, c'est d'utiliser des méthodos qui sont alignés avec le courant de pensée
avec lequel on veut engager une conversation, le courant de pensée avec lequel on se sent le plus d'affinité. Et donc j'espère que cet exemple pharmaceutique a pu clarifier des choses de manière un peu caricaturale. Mais du coup, je vais je peux reprendre l'exemple de l'action Amazon. Dans la recherche en finance, près de 95% de la recherche en finance, c'est de la recherche quantitative sur des bases de données. Et donc là, sur les bases de données, donc si vous dites moi je vais faire de la recherche en finance, je vais travailler sur Amazon, sur l'action Amazon, mais je vais m'intéresser aux analystes financiers, très bien, le chercheur moyen vous dire d'accord, et tu vas travailler sur les données du consensus de marché, quelle base de données? Ah non, je vais les interroger. Là déjà ça parlera pas, on se dira quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, déjà problème. Ensuite, même au sein de cette communauté qui travaille sur des bases de données, grosso modo, vous constatez qu'il y a deux approches un peu différentes et carrément, il faut choisir son camp. Vous en avez une qui s'appuie sur la base de données Bloomberg, donc des données en quasi temps réel, donc de Mike Bloomberg, ancien maire de New York, ancien candidat à la primaire démocrate face à Trump en 2016. Et donc, disais-je, j'ai oublié, oui, donc il y a deux bases de données, soit Bloomberg qui fournit des données de marché exhaustives en temps réel, mais quasi réel avec un léger différé, mais brut, soit une base qui s'appelle Compustat ou CompuServe et qui, elle, produit des données historiques, donc des données passées, pas en temps réel, mais qui ont été traitées, c'est-à-dire qui ont été nettoyées, qui sont harmonisées, etc. Et donc, selon que vous vous adressez à une population qui veut des données, qui croit dans la donnée brute et dans la donnée en temps réel, ou si vous vous adressez à une population qui croit plutôt qui a plutôt un intérêt marqué pour des données passées et pour des données traitées, finalement, vous n'appliquerez pas le même type de méthodologie pour vous faire accepter, vos travaux. Donc tout dépendra de ce que vous aurez lu des leurs. Et donc si vous voulez engager une conversation avec des gens qui travaillent sur des données en temps réel et que vous venez avec des données passées déjà traitées, on vous écoutera poliment au mieux. Et à l'inverse, si vous voulez travailler sur des données de marché brutes en temps réel et que vous voulez ensuite échanger à ce propos avec des gens qui travaillent sur des données un peu plus anciennes mais retraitées, là aussi on vous rira au nez. Poliment on vous écoutera, mais ça n'ira guère plus loin. Donc ça, il faut y faire très attention. Eh bien oui, bonne soirée Viviane. Merci d'être venue, à bientôt. Et donc, la deuxième chose importante en la matière, c'est qu'il est important de s'appuyer sur le fait que aussi la manière dont vous allez collecter et traiter vos données découlera pas complètement de nulle part et procédera de la manière dont d'autres ont procédé. Donc là, c'est pas une répétition, c'est pas redondant avec ce que je viens de vous dire. Ce que je veux dire, c'est dans un premier temps, on regarde comment dans la recherche ceux qui travaillent sur des questions proches des miennes font. Ensuite, si j'estime que j'ai des affinités avec un groupe en particulier, j'ai plutôt intérêt à utiliser les mêmes méthodes qu'eux ou des méthodos qui leur sont familières. Et là, ce que je vais évoquer, je vais faire ça assez rapidement, c'est le fait que la manière dont vous allez procéder doit aussi être inspirée de ce que font les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on fait... donc là, je vais vous donner quatre exemples pour illustrer le propos. C'est que vous devez vous inspirer de la manière dont on fait les autres pour pouvoir vous-même procéder, quitte à vous en démarquer un peu. Donc soit vous constatez
que d'autres ont estimé qu'il était particulièrement important de faire telle chose et vous faites pareil, soit vous identifiez, et c'est le fossé que vous cherchez à combler, que il y a des angles morts, et ces angles morts, eh bien, vous cherchez à les combler, donc vous démarquez un petit peu de ce qu'ils ont fait, vous appuyez quand même sur ce qu'ils ont fait, mais vous faites un peu différemment. Soit vous proposez autre chose parce que vous trouvez qu'il y a des manières de faire dans ce qui a été vu avant, pas très satisfaisantes à vos yeux. Et là, donc, 4 exemples de 4 types de méthodes différentes pour illustrer ça. Premier exemple, vous êtes dans de la recherche, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, ou peut-être même de personnes, en finance ou en audit. En audit, dans la recherche en audit, surtout la recherche quantitative, il y a un truc qui dit, il y a beaucoup de chercheurs qui évaluent la qualité de l'audit en fonction du montant des honoraires demandés par les auditeurs. C'est-à-dire, plus ça coûte cher, plus la qualité est grande. Bon, on est d'accord, c'est discutable. Moi, je trouve que c'est une imbécilité notoire, mais enfin, admettons. Le fait est que quand dans 80% de la recherche en audit, quantitative en audit, la qualité de l'audit est mesurée de cette manière, vous pouvez difficilement, dans votre méthodo, faire autrement que de mesurer ou d'apprécier la qualité de l'audit, faire autrement que de cette manière-là. Si vous faites différemment, il faudra un sacré effort de justification et il faudra être convaincant à leurs yeux, puisque si eux font tous comme ça, c'est parce qu'on a toujours fait ainsi, et en gros, on ne voit pas pourquoi il faudrait faire autrement. Donc je ne vous dis pas qu'ils ont raison, mais je vous dis juste attention à ne pas aller non plus complètement contre le sens du courant, surtout quand c'est un courant dans lequel vous vous inscrivez de près ou de loin. Donc il y a une sorte de quasi-passage obligatoire. Ensuite, à l'inverse, quand vous êtes sur de l'entretien, et c'est pareil sur le questionnaire en fait, donc les deux exemples n'en font qu'un finalement. Quand vous êtes sur de l'entretien ou sur du questionnaire, vous allez identifier les questions que vous allez poser, donc vous allez formuler, dresser votre grille d'entretien, votre questionnaire, et pour chacune des questions, ce qui sera important, c'est de faire les choses suivantes. D'abord, de déterminer en quoi cette question va vous permettre de répondre à votre question de recherche. Donc ça, c'est pas une surprise. Et ensuite, quel est son ancrage dans la littérature. C'est-à-dire à la fois son ancrage théorique, en gros, qu'est-ce que théoriquement ça apporte, mais aussi son ancrage en termes d'influence que vous prenez chez quelqu'un. Je m'explique beaucoup plus clairement. Quand vous posez une question en entretien ou sur un sondage, vous posez cette question pour 3 raisons possibles. Soit parce que c'est une question qui est très importante et qu'il faut absolument poser, et ça c'est une question qu'on pose à chaque fois, et la recherche antérieure, c'est ce qu'ils font, donc si je ne veux pas me louper, il faut que je la pose. Soit vous constatez qu'il y a certaines questions importantes donc, qui ont été mentionnées dans les voies de futures recherches, donc qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été posées, qui méritent de l'être. Et à ce moment-là, vous vous dites, oui, tiens, ils ont identifié telle question comme étant importante, elle n'a pas encore été posée, mais comme elle est importante, moi je vais la poser. Ou bien, vous pouvez estimer que tiens, il y a une question qui a été très très bien formulée dans un autre domaine, qui n'a pas encore été posée telle qu'elle dans le nôtre, mais je vais l'importer de cet autre domaine au mien. En gros, dans les recherches, par exemple en marketing, il y a une très grande porosité avec la recherche en psychologie.
Donc les deux ne sont pas la même chose, hein. Le marketing, c'est pas de la psychologie et inversement. Mais il y a une porosité possible entre les deux, si bien que sur certains sujets de marketing, notamment de comportement, de consommation, eh bien, vous pouvez avoir des questions, oui, qui viennent de la recherche en psychologie. Parce que, effectivement, c'est une recherche qui nous permet d'éclairer ce sur quoi on travaille. Donc, on va aller s'inspirer de ce que font les psychologues pour avancer sur le marketing. Et donc ça, c'est transposable à l'envie, hein. Et enfin, la dernière, j'ai évoqué tout à l'heure les réseaux sociaux. J'ai évoqué donc les erreurs classiques et je voudrais vous reparler d'un étudiant à moi que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, qui avait fait une thèse sur la construction d'un marché de fans ou d'une base de fans par un club de foot professionnel au Brésil. Et lui, donc, il y a eu deux choses. En fait, dans la littérature sur les marchés de fans ou sur les bases de fans, en gros, la littérature, c'était surtout la littérature en marketing ou sociologie, plutôt sociologie, et qui s'intéressait au rock. En gros, comment un groupe de rock se construit une base de fans, de groupies, et ensuite maintient la flamme. Et donc, lui est allé importer de la recherche sur le rock'n'roll, une méthode qu'il a appliquée au club de foot. Et donc, lui, pour la base de fans, il s'est rendu compte que à l'époque, dans les années 80-90, où la recherche sur les fans était particulièrement florissante, ce qui était important, c'était la presse people, surtout. L'équivalent de Gala, Voici, il y en a plein d'autres que je ne connais pas. Mais aujourd'hui, en fait, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc lui est allé taper du côté des réseaux sociaux, et comme je vous disais tout à l'heure, il est allé taper sur donc il a pris Twitter, et sur une saison sportive, il a pris tout. Donc il a calé le calendrier des publications du club sur le calendrier sportif pour voir quand même dans quelle mesure il y avait un lien entre les publications et les événements, donc un match gagné, un match perdu, un joueur blessé, un joueur exclu, tant de buts marqués, tant de buts encaissés, etc. Et donc a fait ce que je vous disais tout à l'heure, donc il a absorbé, donc il a trouvé les outils pour absorber toutes les publications du club, d'une part, toutes les réactions ou toutes les interactions du club avec d'autres comptes, toutes les interactions d'autres comptes avec les publications du club, et même au-delà, c'est-à-dire quand un post du club a été commenté par quelqu'un, puis le commentaire de cette personne a fait l'objet d'un autre commentaire, qui ensuite a fait l'objet d'un repartage. Donc il est allé chercher quasiment jusqu'au bout de la chaîne. Et là où je voulais en venir, c'est sur le fait qu'il a donc absorbé toutes les données quantitatives et aussi toutes les données textuelles, mais les données textuelles, il les a récupérées parce que cette recherche indiquait qu'il était important, crucial, de regarder trois choses, qui étaient la fréquence, la persistance et la cohérence du vocable employé. C'est-à-dire qu'il a du coup regardé même statistiquement dans toutes ces publications-là, conformément à ce que disaient les chercheurs qui avaient travaillé sur les marchés de fans, sur les bases de fans dans le rock'n'roll. Donc le chercheur en question s'appelait Yoshida, donc lui il s'intéressait au hard rock japonais. Il a appliqué le même type de protocole décliné au cas particulier du club de Bahreïn. Donc voilà, et il a fait une superbe thèse qui était pour moi passionnante. Alors le foot, c'était pas spécialement mon centre d'intérêt au départ, les réseaux sociaux à l'époque, pas plus que ça, mais j'ai été fasciné de voir combien la compréhension des réseaux sociaux
est importante et n'est pas forcément intuitive, d'une part, et d'autre part, combien, euh, la base de fans pour une économie qui vit des fans, est importante et comment il est nécessaire de le piloter. Alors, ça peut vous paraître banal, mais pour moi, ce n'était pas spécialement évident. Enfin, je n'y avais pas prêté une attention particulière avant de diriger cette thèse. Tout ça pour dire que, et ensuite je vais vous laisser, je vais vous rendre à vos soirées respectives, tout ça pour dire que sur le choix de la méthodo, ça ne se fait pas par hasard, ça ne se fait pas parce qu'on a une appétence particulière, parce qu'on a envie, parce que c'est cool, parce que c'est bien, parce qu'on nous a dit de faire comme ça, mais parce que, disais-je, ça vous permet de répondre à la question que vous posez, votre question de recherche, et parce que vous êtes capable de l'ancrer dans un corpus de littérature, un corpus de recherche avec lesquels vous vous sentez des affinités et aux travaux desquels vous vous sentiriez de contribuer, et bien sûr parce que vous pouvez y puiser de l'inspiration quant à ce que vous allez faire ensuite dans votre travail. Donc je vous remercie infiniment, donc je vois que j'ai débordé, mais je vous remercie infiniment d'être venu ce soir. Pour ceux qui sont restés tard, je vous remercie de l'être. Donc je ne sais pas si à ce stade il y a d'autres questions, remarques, protestations ou blagues, ou d'autres sketchs des Guignols, par exemple. Clément, si tu es toujours là. Mais si c'est le cas, ben on peut encore, hein, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et donc la semaine prochaine, je continuerai sur des questions de méthodo. Ce que je pense faire, c'est probablement progressivement, c'est stream après stream, couvrir différents types de méthodos sans entrer complètement dans le détail technique, parce que ce ne sera pas très intéressant en soi, mais de couvrir autant que possible les diverses méthodos qui existent, les questions qui se posent et comment ça se déploie. Et il faut que je réfléchisse à ce par quoi je vais commencer la prochaine fois. Donc Clément, merci. Donc bonne soirée au pluriel parce qu'il va y en avoir 7, hein, c'est bien ça. Donc à mon tour, je vous remercie tous, je vous remercie toutes. Je vous souhaite donc... Oui, ça t'a fait penser au débat historiographique post-Brodel. Bon, ça ne me surprend pas, hein. Tout ce qu'on s'est dit là, c'est au cœur, en fait, c'est au cœur des débats scientifiques dans toutes les disciplines, à savoir quelle méthodologie, avec grand plaisir Mirella, quelle méthodologie on reconnaît dans un groupe donné, quelle méthodologie nous paraît convaincante, quelles approches on a tendance à privilégier, quelles approches on rejette, soit pour de bonnes raisons, soit par principe, soit par idéologie. Donc effectivement, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que ça montre bien que cette question des choix méthodologiques est une question qui se pose dans toutes les disciplines et qui doit se poser en fait à quiconque a à produire un travail de recherche quel qu'il soit. En fait, que ce soit un article scientifique, que ce soit un doctorat, que ce soit un mémoire, et que le mémoire soit un mémoire de M2, M1 ou licence, ça ne fait pas de différence. Les questions méthodologiques restent entières. Voici donc encore une fois merci à tout le monde. Donc bonne soirée. Donc j'ai bien compris Clément, pour toi c'était au pluriel. Bonne soirée parce qu'il va y en avoir 7 je suppose. Et donc à la semaine prochaine. Donc au revoir les amis.